Bonjour. Merci à la Fédération de m'avoir invité. Il paraît qu'il faut que je parle de la création monétaire. Alors, on va revenir juste un tout petit peu en arrière. Je ne vous ferai pas le coup de revenir jusqu'à l'époque sumérienne, mais on va revenir un tout petit peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? En 2008, on a eu une crise qui s'est appelée la crise des subprimes, qui était en fait une crise d'excès de dette. À ce moment-là, les Américains s'endettaient de 1000 milliards de dollars par an supplémentaires et 1000 milliards de dollars sur un PIB qui en vaut 15 000, ça vous fait quand même 7,5% de croissance par an. Donc c'était pas rien. Et comment on obtenait ces 1000 milliards de dollars? Et ben, on prêtait à des gens dont on savait pertinemment qu'ils ne nous rembourseraient jamais. Alors rassurez-vous, ça n'a pas changé, on continue à le faire, mais on le dit moins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, ce qui devait arriver arriva, donc on s'est aperçu que les subprimes ne seraient pas remboursés. Comme on en avait mis partout, parce que c'était quand même beaucoup plus drôle, on s'est retrouvé avec des produits qui étaient des produits toxiques, et il a fallu que les États reprennent ces produits, parce que sinon les banques sautaient, et reprennent à leur compte ces produits. Donc Fannie Mae, Freddie Mac, qui étaient les boîtes de crédit immobilière aux États-Unis, ont été reprises par l'État, avec garantie étatique, et on s'est retrouvé avec une dette qui, à ce moment-là, a fait un petit bond en avant. Alors, beaucoup de mes collègues vous parleront de la loi de 73, Giscard d'Estaing, etc. Ça, c'est bullshit total. Vous étiez sur une zone de dette qui était à peu près maîtrisable jusqu'en 2008, et puis en 2008, vous passez joyeusement pour tous les pays au-dessus de 100%. Le Japon avait déjà précédé les choses depuis un petit moment, mais les autres pays étaient en général en dessous de 100%. Maintenant, vous êtes en France à 137% de dette par rapport au PIB. Vous êtes en Grèce à 171%. Vous êtes aux États-Unis à 165%. Vous êtes, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes surendetté, vous n'avez que deux moyens de vendre. Enfin, disons trois, mais un auquel je ne crois pas beaucoup, qui est tout d'un coup, Dieu descend sur terre et nous apporte de la croissance. Je sais bien qu'on est dans une école catholique, mais enfin, il ne faut quand même pas charrier. Et donc, c'est pas comme ça, malheureusement, que ça va se passer. Alors, vous avez un économiste qui, il y a quelque temps, un économiste américain, comme quoi il y a des gens qui n'ont rien à foutre de leur journée, qui s'est amusé à recalculer la croissance depuis l'année 1300. Bon. Alors, je ne vous cache pas que ça a été assez flat et assez emmerdant pendant 500 ans à peu près. Donc vous êtes sur une zone de croissance qui est de 0,2-0,3% entre l'année 1300 et l'année 1750. La découverte de la machine à vapeur, ça nous met un peu de baume au cœur et ça nous met un peu de croissance. Et puis derrière, vous avez l'électricité, vous avez le moteur à explosion, et là, joyeusement, vous montez en exponentielle et vous arrivez en 1950, dans les pays occidentaux, à un maximum de croissance, à un pic de croissance qui est autour de 7%. 1950, 1960. Vous remarquerez au passage que c'est à peu près à cette époque-là que sont constitués tous les programmes d'assurance chômage, de cotisations diverses et variées et d'allocations diverses et variées. Ce qui explique après pourquoi on n'est pas bien. Et donc, depuis, il se trouve qu'il a continué ses petits calculs et qu'on perd 1% de croissance tous les 10 ans. Alors les plus rapides vont faire 1950-2014, ça fait 6 décennies. 7 moins 6 égale 1.
Donc ça veut dire que votre potentiel de croissance, il n'est pas lourd. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous pouvez tourner autour de la table en dansant et en appelant la croissance. Hein. Vous pouvez faire comme M. Moscovici et vous dire que avec un pacte de je ne sais pas quoi, il va récupérer la croissance. Vous n'aurez pas de croissance, parce que la croissance, ça ne se décrète pas. La croissance, c'est un petit doux mélange entre la démographie, on peut en parler, on en parlera avec le Japon, qui est le meilleur exemple. Je vous rappelle qu'au Japon, en 2012, on a vendu plus de couches pour les vieux que de couches pour les bébés. Ça vous dit du niveau. Et donc, c'est un combiné de démographie, de productivité, de progrès technique, etc. Tout ce qui n'existe plus aujourd'hui dans les pays occidentaux. Alors, donc vous avez ce moyen qui aurait pu exister, qui était de dire, c'est très simple, hein, on a 5% de croissance, on est endetté à 100%, on a un taux d'intérêt qui est de 3, donc résultat, on dégage 2% tous les ans, ce qui nous permet de payer les intérêts et de payer et de rembourser un peu la dette. Sauf que pas de bol, on va faire 0,5 si encore ça se passe bien. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année encore, on va s'endetter pour payer les intérêts des emprunts. Et donc votre dette, elle augmentera cette année, encore une fois. Même si on était à 0 en déficit budgétaire, ce qui n'est pas le cas. Donc vous allez continuer à vous endetter. Et à un certain point, il est difficile de revenir en arrière. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ce n'est pas cette solution-là qui sera adoptée. Donc vous en avez deux autres, des solutions. Vous avez une solution qui consiste à faire un défaut de paiement. D'accord? Mais le défaut de paiement, le problème, c'est que faut des couilles pour le faire. Parce que c'est un acte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un président de la République, alors je ne parle pas simplement d'une autre, qui nous a montré avec sa petite mobilette qu'il en avait des couilles, mais pas pour ce que je voulais dire. Mais le garçon, il faut qu'il arrive à la télévision et qu'il dise, bon ben voilà, je vous ruine tous. Pourquoi? Parce que de la dette, il y en a partout. Vous en avez absolument partout. Vous êtes tous détenteurs de la dette française. Et d'autres. D'accord? Vous avez un livret A, vous avez de la dette. Vous avez un PEL, vous avez de la dette. Vous avez un CODEVI, vous avez de la dette. Vous avez de l'assurance vie, vous avez de la dette. Vous avez de la dette absolument partout. Ce qui veut dire que si on fait reset sur la dette, on fait reset sur vos patrimoines. C'est moins drôle, hein? Je vous vois moins vous marrer. C'est marrant. Donc, vous avez de la dette partout. Puis vous avez de la dette qui est détenue par des pays étrangers. Les Chinois, les Indiens, les Arabes du Golfe. Que des gens qui ne vont pas être contents si vous leur dites que vous ne les remboursez pas. Donc, ce n'est pas une solution qui est très marrante à utiliser. Et il y a la dernière. La dernière, c'est magique. Ça s'appelle l'impression monétaire. Donc, QE de M. Bernanke, QE de M. Abbé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire QE pour ceux qui ne savent pas? C'est un quantitative easing. Un quantitative easing, c'est quoi? C'est j'imprime des billets dans ma cave pour acheter les obligations du Trésor. D'accord? Donc, pourquoi je suis obligé d'acheter les obligations du Trésor? Parce que personne n'en veut. Mes concitoyens n'en veulent plus, les étrangers n'en veulent pas, surtout à ces taux-là, et donc je suis bien obligé de les racheter moi-même. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez la Fed qui rachète les obligations du Trésor qui sont émises par le Trésor américain, et vous avez la BOJ, la Banque du Japon, qui rachète les obligations qui sont émises par le Trésor japonais. Alors ça,
Je dis ça assez souvent à ma fille, donc je pense que tout le monde va comprendre ici. Vous avez un billet de 20 € dans votre poche gauche, vous la passez dans votre poche droite. Est-ce que vous êtes plus riche de 20 €? Non. Je fais les questions et les réponses, ils sont durs. Hein. Et donc, non, vous n'êtes pas plus riche. Mais M. Bernanke le croit. C'est ça qui est magique. Un grand enfant, ce Bernanke. Et donc, et Madame Yellen qui lui a succédé, pareil. Donc, ils ont tous cru que ça allait avoir un impact sur l'économie réelle. Ça ne peut pas avoir d'impact sur l'économie réelle. Vous émettez des obligues, elles sont rachetées instantanément après avoir fait un petit tour chez Goldman Sachs, parce que faut quand même bien qu'ils bouffent, le pauvre. Mais rassurez-vous, une semaine seulement, parce qu'il ne va pas prendre de risques non plus. Et donc, après avoir fait son petit tour dans les poches de Goldman Sachs, il repasse directement à la Fed. Ça ne peut pas faire diminuer le chômage. C'est juste pas possible. D'accord ? Ça ne peut pas non plus relancer l'économie. Donc, c'est un espèce de mythe, mais qui fonctionne. Donc on continue gentiment en espérant que les taux restent bas et que tout se passe bien et que personne ne s'aperçoive de la supercherie, à émettre des billets qui valent rien, d'accord, et à espérer que ça tienne le plus longtemps possible. Pourquoi je dis ils valent rien? C'est exactement la même chose que le type qui est en faillite et qui émet des chèques sans provision. C'est pareil. D'accord? Tant que vous faites des chèques sans provision à quelqu'un qui vous croit riche, ça se passe bien. Le jour où il s'aperçoit qu'il n'y a rien sur le compte, quand il va aller à la Société Générale pour convertir son chèque en monnaie, et que là, il n'a plus rien, la Société Générale en question va lui dire non, et à ce moment-là, il va s'apercevoir que son petit rectangle de papier, il ne vaut pas 80% de sa valeur, il n'en vaut pas 50%, il vaut 0. Donc, c'est une excellente méthode. Et pourquoi c'est une excellente méthode? Parce que vous pouvez trouver des coupables qui ne sont pas vous. Ce n'est pas un acte. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la télé en disant « je ne vous rembourse pas ». Vous pouvez toujours dire « mais c'est cet abruti de Draghi à la BCE qui a fait ça, moi j'étais contre ». Donc vous avez forcément des coupables. Et c'est bien pratique. Donc qui est-ce qui fait ça aujourd'hui dans le monde? Vous avez le Japon, grand gagnant. Très grand gagnant. Experts en la matière, ça fait 20 ans qu'ils font le coup. Donc, ils ont l'habitude. Vous avez derrière les États-Unis. Et puis, plus récemment, vous avez notre ami Draghi qui a commencé à manifester des intentions de le faire. Ça n'est resté qu'à l'intention. Ce garçon est un excellent joueur de poker et il bluffe. Et ça marche. Donc, tant que ça marche, tant qu'il n'y en a pas un qui dit « je paye pour voir », ça marchera. Je pense que les marchés vont bientôt le tester. Parce qu'ils en ont marre d'entendre des belles promesses. Vous savez qu'en 2012, en juillet 2012, Draghi a dit « je défendrai l'euro jusqu'à la mort ». C'est passé. Extraordinaire. Les marchés ont cru. Et là, hier, tous les marchés attendaient que M. Draghi nous annonce un QE ou des taux négatifs ou je ne sais quoi encore. Et malheureusement, ils ont été déçus, ils ont eu un beau discours, mais il n'y a pas d'acte. Alors il est bien possible quand même qu'à un moment, le marché le teste en envoyant l'euro à 1,40 ou à 1,45 pour voir si vraiment il a tout ce qu'il dit dans le pantalon, le monsieur. Alors, on a eu des preuves depuis un bout de temps que les QE ne servaient à rien au niveau économique. Même quand ils étaient faits dans des proportions gigantesques. C'est le Japon là-dessus qui nous a montré l'exemple. Alors le Japon, ils en sont à 70 milliards de dollars par mois. Je
Je vous rappelle que le QE américain, c'était 85 milliards de dollars par mois, sauf que l'économie japonaise fait le tiers de l'économie américaine. Et que là, nous avons M. Kuroda qui, il y a 2 semaines, nous a annoncé que si ça ne suffisait pas, il passerait à 100. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la chose suivante, c'est que vous pouvez regarder, alors, vous n'avez pas le graphique, mais si vous vous amusez à regarder les graphiques sur long terme au Japon, vous apercevez que ça n'a aucun effet sur la production industrielle, ça n'a aucun effet sur le PIB, et ça n'a aucun effet sur l'inflation. C'est ça qui est amusant, c'est-à-dire que nous a dit qu'il voulait 2% d'inflation, comme si ça se décrétait. Tous ces gens pensent qu'il y a des boutons sur leur bureau avec marqué 2% d'inflation, 2% de croissance, 3% de croissance, etc. et qu'il suffit d'appuyer dessus pour que ça marche. Ça ne marche pas. Et donc, il y a un petit graphique qui est assez amusant, vous le mettrez un jour si vous voulez, vous mettez l'inflation japonaise et vous mettez le cours du yen. Et vous vous apercevez qu'il n'y a jamais eu autant de déflation que quand le yen était à 130 contre $1. On est à 103. Donc il peut toujours courir pour l'avoir, sa déflation. Ça, son inflation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la dernière phase, au Japon, de la course vers le mur. Ça ne va pas tarder. Et là, ça sera end of the game. On éteint les lumières, on sort. Le Japon, c'est fini. Vous pouvez faire une croix dessus, c'est terminé. Là-dessus, ça va quand même entraîner un certain nombre de choses qui vont être désagréables. Je vous rappelle que vous avez ce qu'on appelle le carry trade entre le dollar et le yen, et que donc ça risque de poser quelques petits soucis au niveau mondial. Je vous rappelle aussi que c'est quand même la 3e économie du monde. Donc, le Japon, c'est ballot. Vous avez la Chine. Alors la Chine, c'est pas des histoires de QE pour l'instant en tout cas. Vous avez une bulle de crédit qui a été épouvantable parce qu'ils ont en fait suivi un peu la méthode japonaise. Donc on mise sur les infrastructures. Il y a 20 ans, on disait du Japon qu'ils bétonnaient le fond des rivières parce qu'ils ne savaient plus quoi faire de leur fric. Ben, les Chinois, c'est un peu la même chose. Ils bétonnent, ils construisent des villes dans lesquelles il n'y a pas un gars, ils construisent des aéroports dans lesquels il n'y a pas un avion. Alors, c'est bien, hein, vous me direz, vous pouvez dire qu'ils préparent l'avenir, mais enfin, il y a un moment où il faut quand même qu'un investissement soit rentable. Et là, ils sont loin d'être rentables. Alors, comme on le sait, c'est assez simple. C'est-à-dire que, ça c'est un des messages que je voudrais vous faire passer, quand on vous donne des chiffres, soyez critiques avec les chiffres. Allez regarder ce qu'il y a derrière. Parce que c'est facile de truquer un PIB, c'est facile de truquer une production industrielle. Il faut aller regarder ce qu'il y a derrière. Donc quand on vous dit que le PIB de la Chine est de 7,5%, vous allez regarder pour voir si c'est à peu près plausible ou pas. Comment on fait pour aller regarder si c'est à peu près plausible? On regarde la consommation d'énergie, par exemple. Et puis on regarde, quand on nous donne des chiffres d'exportation, on va regarder les importations de l'autre côté, chinoises. Si ça ne correspond pas, il y a un malaise. Ça veut dire que le bateau, il s'est perdu en route. Hein, on perd bien les avions en ce moment, donc on peut perdre des bateaux, mais ça fait quand même beaucoup. Il se trouve qu'à chaque fois que la Chine donne des chiffres d'exportation, c'est assez curieux, quand vous regardez les chiffres des importations chinoises, vous êtes à la moitié. Quand vous regardez la consommation électrique, vous êtes à 0, quand on vous annonce 7,5% de croissance. Alors je veux bien qu'il y ait plein de petits Chinois qui pédalent dans les réserves, mais enfin, il ne faut quand même pas charrier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que très probablement aujourd'hui les Chinois en sont à 3,5 ou 4% de croissance. Ce qui est largement insuffisant pour pouvoir continuer. Je vous rappelle que vous avez plein de Chinois qui arrivent dans les villes et qui ont besoin de trouver du boulot. Et qu'on dit qu'en général, en dessous de 7% de croissance, c'est une récession en Chine. Donc on est largement en récession. Après, vous avez les États-Unis, nos amis américains, dont on vous parle de croissance à chaque fois, on vous dit que c'est
super, qu'ils ont repris, qu'il y a de la croissance aux États-Unis. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis, les entreprises, dès 2007, ont fait de la productivité. On fait de la productivité comment? Environ. Ils ont été super efficaces, comme jamais ils l'ont été. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on vous dit, il n'y a pas 6,5% de chômage aux États-Unis, il y en a 18. Pourquoi il y en a 18? C'est tout simple. C'est qu'ils ont fait baisser le taux de population active. Quand vous faites baisser le taux de population active, vous obtenez un chiffre du chômage qui est moins fort, mais ça n'empêche que ces gens-là ne travaillent pas. Donc aujourd'hui, vous avez à peu près 18% de la population américaine, ça fait pas loin de 1 sur 4, qui ne bosse pas. 1 sur 5. C'est les 2 heures de train. 1 sur 5 d'Américains qui ne bossent pas. Alors ça, vous pouvez le recouper assez facilement. Vous prenez le programme de tickets alimentaires, vous avez 48 millions d'Américains, vous prenez différentes choses comme ça pour essayer de recouper, et vous vous retrouvez avec un vrai taux de chômage, si vous voulez, de sous-emploi, en tout cas, qui est autour de 18%. Et puis vous regardez un deuxième indicateur qui sont les revenus disponibles pour les Américains. Et il se trouve que les revenus disponibles, ils ont baissé depuis 2008, qui était déjà pas florissant. Je vous rappelle qu'on était en pleine crise. Ils ont baissé de 8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on vous parle tout le temps de croissance. La croissance du PIB, dans les pays occidentaux, le PIB est composé à 70% par la consommation. Donc il faut que les gens consomment. Et ils consomment comment? S'ils ont des revenus qui baissent, il faut au moins que les banques leur prêtent pour faire l'écart, pour faire les différences. Oui, mais pas de bol, elles ne prêtent plus. Donc d'où va venir la croissance? Elle ne vient pas de l'extérieur, puisque je vous ai dit la Chine, le Japon, pas terrible. Ah, peut-être que M. Sapin va nous relancer la croissance, et donc à ce moment-là, on tirera la croissance américaine, mais j'ai des doutes. Donc, vous n'avez pas de croissance venue de l'extérieur. Vous avez aussi aux États-Unis un problème démographique. Vous avez des revenus qui baissent et vous avez des banques qui ne prêtent plus. Si quelqu'un trouve un moyen pour que ça monte, je veux bien. Moi, je n'ai pas trouvé. Donc, les États-Unis, vous savez qu'il y aura des petits rebonds. Vous n'avez jamais un truc qui descend comme ça en pente forte et linéairement. Mais vous savez que la croissance ne retrouvera jamais les 3 ou 4 ou 5% de croissance qu'on a eu pendant un bon moment et qui était simplement de la croissance leveragée. D'accord? La croissance due à la dette. Donc soit tout d'un coup on décide de tout lâcher et on refait de la dette en sachant pertinemment qu'à un moment on retombera dans le système des subprimes, c'est une possibilité, hein, pourquoi pas, mais ça va tenir 2-3 ans, pas plus. Soit on essaie de déleverager un peu, et à ce moment-là, ne vous faites aucune illusion, vous aurez quelque chose en croissance qui sera compris entre 0 et 1%, et donc insuffisante pour rembourser la dette, et donc vous aurez une dette en croissance. Ce qui veut dire que Madame Yellen changera bientôt son fusil d'épaule et remettra du QE à fond, parce qu'elle n'aura pas le choix. Voilà. Donc, ça c'est pour les États-Unis. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de la France, parce que c'est tellement ridicule que il n'y a pas à en dire grand-chose. Je vais éviter de tirer sur les ambulances. En revanche,
sur le reste de l'Europe. On vous a dit dernièrement que l'Espagne repartait, que l'Italie repartait, qu'ils avaient fait ce qu'il fallait, etc. Non. Non, c'est juste par déficit budgétaire qu'ils l'ont fait. Donc vous regardez, vous avez une dette qui augmente en Italie, vous avez une dette qui augmente en Espagne, vous avez un déficit budgétaire comme on n'en a jamais eu, et vous avez une récession comme on n'en a jamais eu. Pourquoi? C'est assez simple. Là aussi, il faut aller regarder les chiffres. Vous avez des revenus qui baissent pas qu'un peu, d'accord? Vous avez des revenus qui s'effondrent, vous avez des banques qui ne prêtent pas au secteur privé. Ça, c'est les chiffres de la Banque de France et de la BCE et de la Banque d'Espagne, etc. Donc c'est disponible pour tout le monde, il suffit d'aller se balader dessus. Vous avez aujourd'hui des banques centrales qui ne prêtent, qui montrent qu'il n'y a absolument plus de prêts au privé. Donc si vous n'avez plus de prêts, que vous avez des revenus qui baissent, et un investissement, ça il suffit d'aller regarder les CAPEX, qui baissent aussi, comment fait-on pour avoir cette superbe croissance? On ne fait pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça est joyeusement artificiel. Je vous rappelle qu'en plus, en Espagne, 27% de chômage au global, 56, je crois, chez les jeunes. Enfin, tout va bien. Donc, il n'y a que M. Harold qui croit que c'est reparti. Donc, en Europe, vous avez des pays du Sud qui sont toujours... je regardais ce matin les ventes au détail grecques, moins 6, ça ne me paraît pas formidable. Donc, alors, en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez les Allemands qui ont un très mauvais souvenir qui s'appelle Weimar. Et Weimar, il y avait des boîtes de billets pour aller chercher son café, et donc ça leur a pas plu, ça leur a laissé des marques, et sans jeu de mots, et donc ils évitent maintenant tout ce qui peut ressembler à de la création monétaire. Ils ont raison. Ils ont raison, alors évidemment ça fait hurler nos politiques, hein, qui aimeraient bien pouvoir faire fonctionner la planche à billets et continuer à s'en foutre et à endetter les populations, mais les Allemands ne veulent pas. Alors ce qui a été très étonnant, c'était il y a 2 semaines, vous avez le patron de la Bouba qui a dit OK pour un QE. Pourquoi il a dit OK pour un QE? Alors beaucoup de gens vous diront que c'est parce qu'il y avait des chiffres d'inflation qui étaient sortis et qui n'étaient pas très bons, qui étaient à 0,5 alors qu'on les attendait à 0,6. Quelle horreur! Et en fait, pas du tout. C'est simplement parce que l'euro atteignait 1,40 et que ça a commencé à faire ups, surtout chez les Français. Et que donc, on a essayé d'arrêter l'hémorragie. Et sauf que, alors là, c'est uniquement mon analyse à moi, je ne vous demande même pas de la partager, mais je pense que c'est quand même comme ça que ça va arriver. C'est-à-dire qu'on a un patron de banque centrale qui s'appelle Draghi et qui, pour l'instant, est un bluffeur hors pair. C'est-à-dire que c'est un mec qui a que de la gueule. Alors ça peut marcher pendant un moment, ça peut fonctionner, sauf qu'à un moment, je pense que les marchés vont vouloir jouer aussi et vont le pousser à agir. Et c'est là que ça risque de se compliquer un tout petit peu en Europe. C'est que je pense que les Allemands, tant qu'il s'agit de belles paroles, sont d'accord. Le jour où on aura vraiment besoin de faire un QE en Europe, je pense que les Allemands vont être un peu moins d'accord. Alors ça, pourquoi? C'est pas... Bien sûr qu'il y a le mauvais souvenir de la République de Weimar, mais c'est aussi structurel. Pourquoi c'est structurel? Parce que les Allemands, vous savez, ont un petit souci, comme les Japonais, de démographie. On ne fait pas de gosses en Allemagne.
comme on ne fait pas de gosses en Allemagne, et qu'il y a un pays qui est vieillissant, de quoi ont peur les vieux? De l'inflation. Voilà. C'est leur grande trouille, puisque vous ne générez plus de fric. Vous vivez sur le fric que vous avez. Donc, il n'y a rien de plus horrible pour un vieux que l'inflation. Or, on sait très bien que l'aboutissement de la planche à billets, c'est quoi? C'est l'hyperinflation. Donc, quand vous dites hyperinflation à un vieux qui a déjà la trouille de l'inflation, l'hyperinflation, ça fait pareil. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Allemands défendront leur modèle, et donc, je pense que si jamais il y a QE, ça sera un tout petit QE, parce que ça n'ira pas très loin, parce que vous aurez les Allemands comme garants du fait que ça ne se poursuive pas, et que ça ne se poursuive pas dans des quantités importantes. Voilà, on a fait à peu près le tour. Oui. Bon. Si vous voulez continuer. Hein, mais... Donc, non, maintenant je vais répondre à des questions, ça ira, ça sera plus marrant. Donc, voilà, ou au vôtre si vous en avez, mais... J'en ai préparé quelques-unes, mais après je pense que la salle pourrait intervenir par rapport à celle de Monsieur de la Marchande. Bon, ben justement, c'est intéressant ce que vous avez évoqué sur le cas de l'Allemagne, puisque vous avez dit qu'a priori la population vieillissante fait qu'ils ne seront jamais favorables pour un QE, et pour autant, les derniers chiffres au niveau des chiffres PMI de la production industrielle, on voit que ça commence un peu à piquer du nez en Allemagne. Alors, s'ils n'auraient pas intérêt eux aussi à céder aux sirènes du QE pour essayer de relancer un petit peu leurs exportations qui vont de moins en moins bien? Non, alors, bon, d'abord les chiffres PMI, je vous rappelle que c'est des enquêtes et que ça n'a pas aujourd'hui grand intérêt. La deuxième chose que je dirais par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Pourquoi est-ce que les exportations ralentissent en Allemagne? Parce que ça ralentit partout. Or, ils ont un modèle économique, les Allemands, qui est uniquement basé, comme les Espagnols, comme les Japonais. Les Japonais, c'était l'exportation, les Espagnols, c'était la construction, les Allemands, c'est l'exportation aussi. Et donc, c'est un modèle unique. C'est-à-dire que les ventes au détail en interne en Allemagne, c'est zéro. Donc, c'est un modèle unique, avec tous les dangers du modèle unique. C'est-à-dire que tant que ça va bien dans le reste du monde, tout va bien. Le jour où ça commence à tousser, et là aujourd'hui ça tousse partout, ça tousse en Europe, ça fait quand même 70% des exportations allemandes. Donc, il y a quand même un truc qui est drôle, c'est pourquoi faire baisser l'euro alors que de toute façon on exporte en euros, on s'en fout. Bon, donc ça n'a pas d'intérêt pour eux. Il n'y a qu'un seul pays qui réclame la baisse de l'euro. C'est qui? C'est la France. Voilà. Parce que comme on est incapable de se réformer, on demande que les autres fassent un petit effort. Vous n'avez jamais entendu, là, depuis des mois et des mois, un Espagnol se plaindre de l'euro. Vous n'avez jamais entendu un Italien se plaindre de l'euro. Et pourtant, ils sont plus dans la merde que nous, quand même. Hein. Alors, c'est à se demander. Or, si vous regardez leurs comptes, ils exportent. Ils n'ont jamais autant exporté, les Espagnols. Pourquoi? Parce que ce qu'ils n'ont pas sur leur monnaie, et l'euro, ils le font sur leur salaire. Ils font de la déflation salariale, et donc ils gagnent en compétitivité au lieu de faire baisser l'euro. Comme nous, on est incapable de le faire, on demande la baisse de l'euro. Mais c'est le seul pays. Et le modèle économique de l'Allemagne ne réclame pas non plus. Alors, il y a un seuil, si. Est-ce qu'on supporterait à 1,50 ou à 1,60 en Allemagne? Je ne suis pas sûr. Mais c'est différents modèles économiques. Le Chinois, qu'est-ce qu'il fait? Lui, le taux de change est important. Pourquoi? Parce qu'il fabrique de la merde. Et pour vendre de la merde, il vaut mieux le vendre pas cher. Si vous vendez de la merde chère, c'est que vous êtes vraiment très fort. Donc, c'est leur modèle économique. Alors eux, le taux de change est important. En revanche, les Allemands, ou les Suisses, par exemple, s'en foutent complètement. Ils vous vendent des trucs très chers, de très bonne qualité, mais très chers.
Et ça passe. Donc il faut faire attention au modèle économique. C'est là que, par exemple, les Suisses ont été un peu ridicules, à mon avis, quand ils ont voulu mettre un taux de change à 1,20 contre euro, parce que c'est pas leur modèle. Et si on regarde les chiffres, quand le taux de change était à parité avec l'euro, ça pesait pas sur les exportations. Donc il faut faire un petit peu attention. Chaque pays a un modèle économique différent et donc la guerre d'échange n'est pas forcément un problème pour tout le monde. D'accord. Bon, alors, si je voulais prendre un peu la défense un peu du système américain, je dirais, si on n'avait pas fait marcher la planche à billets en 2008 avec l'action de Ben Bernanke, est-ce qu'on n'aurait pas couru à une crise encore plus profonde que celle qu'on vit aujourd'hui, avec une récession longue et prolongée, des efforts très difficiles pour la dette, et voilà, une situation de l'empire. Si ma grand-mère en avait. Non, faut pas. Enfin, on va pas réécrire l'histoire à chaque fois. Le QE est une connerie. Il faut que dans un cycle économique, il faut des récessions. C'est une respiration normale de l'économie. Et là où on a fait des idiots, c'est qu'on a refusé cette récession à tout prix et qu'on a créé un remède qui était pire que le mal. Voilà. Donc non, c'était pas une bonne idée. Ça a repoussé les choses, ça a gagné du temps. Et si vous gagnez du temps pour rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réforme comme en France ou comme aux États-Unis, parce qu'il n'y en a pas eu, eh bien, ça ne sert à rien, sauf à augmenter le problème. Non, mais pourtant, les pays qui se sont le plus développés sont ceux qui, paradoxalement, se sont souvent le plus endettés au cours de leur histoire. Si aujourd'hui le Japon est troisième puissance économique, c'est aussi parce qu'ils ont recouru à énormément d'emprunts après la guerre. Les États-Unis aussi, ils ont toujours été une politique de dépenses. Et même, je pense, d'un point de vue personnel, même pour acheter par exemple un bien immobilier, il faut souvent s'endetter. S'endetter permet de croître. S'endetter, oui, mais pas se surendetter. Il y a une marge, c'est toujours la même chose, c'est que s'endetter, c'est très bien, vous êtes endetté à 30% de votre PIB, j'ai rien contre, ou à 40% de votre PIB, j'ai rien contre. Vous êtes endetté à 150% de votre PIB, là je coince. Voilà, c'est tout. Si vous avez de la croissance pour rembourser, il n'y a rien à dire. Sauf que là, vous n'en avez pas. Et en plus, les Japonais, c'est assez extraordinaire. Moi, le cas japonais, c'est un perpétuel émerveillement pour moi. Je ne sais plus si c'était je crois que c'était Chabrol qui disait la connerie est fascinante. Il y a quand même quelque chose d'assez amusant. Vous avez Fukushima. Fukushima, le lendemain de Fukushima, il n'y avait plus un produit qui sortait du Japon. D'accord ? Tout était arrêté. Donc Fukushima arrive, premier réflexe de tous les traders, j'achète du yen. Sur un pays dont on ne savait même pas s'il existerait le lendemain, quand même assez gonflé. Bon, j'achète du yen. Et alors là, vous avez Madame Lagarde qui sort du bois, c'est assez extraordinaire, et qui dit qu'il faut qu'on fasse baisser le yen. Action concertée des banques centrales pour faire baisser le yen. Alors là, moi je dis, il y a un truc juste qui m'échappe, c'est qu'un pays qui vient de subir le tsunami qu'ils avaient subi, qui n'exporte plus rien, qui en revanche a besoin à ce moment-là d'importer de l'énergie, d'importer des médicaments, d'importer de l'alimentaire, a besoin d'avoir une monnaie forte. Ça lui coûte moins cher. Eh ben non, on l'a fait baisser, parce que c'est quand même beaucoup plus drôle.
Voilà. Et là, on refait le même coup avec M. Abbé. M. Abbé, il voit simplement le côté face des choses. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il dit on fait baisser la monnaie, ça va nous relancer. Bien. Ça va relancer nos exportations. Alors, c'est pas évident, là, depuis les derniers chiffres, on se demande si réellement ça relance beaucoup les exportations. Mais ce qu'il n'avait pas vu, le pauvre garçon, c'est qu'il est sur une île. Et que pas de bol, il n'y a pas grand-chose sur cette île. Donc on importe tout. Et quand on importe tout, on a besoin de quoi? On a besoin d'une monnaie forte. D'accord? Et pas d'une monnaie qui se casse la gueule tous les jours. Résultat, pour les Japonais, hausse de 70% de l'essence et du pétrole en yens, hausse de plus de 50% des matières premières alimentaires. C'est génial. D'accord? Et là, vous apercevez que ça va très vite. Au mois de novembre 2013, en un mois, le nombre la partie de la population japonaise qui n'avait plus du tout d'épargne financière est passée de 26 à 31% de la population en un mois. Pourquoi? Parce que ça leur coûte cher de vivre. Et comme ils sont, la plupart, à la retraite et vieux, ils ne fabriquent plus d'épargne, et donc ils la dépensent. Donc tout ça est absolument ahurissant. Vous regardez les chiffres, je vous ai dit tout à l'heure, regardez un tout petit peu ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, vous allez vous apercevoir qu'on n'a jamais eu autant de déflation que lorsque l'yen était à 130 contre un dollar. Vous êtes à 103. Loin des 130. Donc ces 2% d'inflation, il peut s'asseoir dessus, monsieur Abbé. Voilà. Donc, franchement, il y a dire que c'était le seul moyen et que il fallait absolument faire du QE parce que sinon ça aurait été trop horrible. Non. C'est un peu facile d'abord. C'est comme ceux qui nous disent ah mais vous vous rendez pas compte si jamais on n'avait pas eu l'euro. Moi je ne sais pas ce qui serait passé si on n'avait pas eu l'euro, mais ce que je sais c'est